Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice, Madame la directrice de la femme, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à remercier les personnes qui m'ont invitée à présenter non pas tellement mes travaux, mais les travaux académiques sur le sujet des lanceurs d'alerte, avec un focus sur les travaux en économie, puisque moi je suis économiste, et en éthique, puisque c'est dans ce domaine qu'il y a beaucoup de travaux. Alors, en introduction, il y a alors cette littérature sur les lanceurs d'alerte est partie d'une littérature très large en économie qui portait sur ce qu'on appelle le whistleblowing externe, les lanceurs d'alerte externes, et notamment en lien avec les programmes de clémence que vous connaissez sans doute, qui sont mis en œuvre dans le cadre des ententes entre entreprises. Lorsqu'une entreprise dénonce son appartenance à un cartel auprès d'une autorité de la concurrence, elle bénéficie d'une amnistie de sanctions. Et donc, c'est une incitation forte à dénoncer son appartenance et évidemment à être la première à le faire. Donc, les programmes de clémence sont apparus dans les années 70 aux États-Unis, un peu plus tard au niveau européen en 96 avec une révision en 2002. Et en France, c'est à partir de 2001 surtout que ces programmes ont été mis en place. Alors, cette littérature sur ce sujet, je ne rentrerai pas dans les détails économiques, mais c'est une littérature à la fois théorique, donc qui se fonde sur des modèles mathématiques, et empiriques, alors qui utilise quelques données réelles, mais on n'a pas beaucoup de données réelles sur ce type de sujet parce que ces sujets sont par essence relativement secrets. Et une littérature expérimentale aussi. Alors, pour vous dire deux mots de ce qu'est la recherche en économie expérimentale, ce qui est mon domaine, en fait, ça s'apparente à, disons, des jeux sérieux, on pourrait dire, auxquels participent des sujets qui viennent tester des différents scénarios. Et en fait, en comparant le comportement des sujets dans ces différents scénarios, on peut tester l'efficacité relative de différents outils d'incitation à la dénonciation, pardon pour le terme, à l'alerte. Ce sera plus positif, même si en économie, le terme de dénonciation qui vient de reporting ne nous pose aucun souci. Et donc voilà, on compare le comportement de sujets qui viennent jouer à ces jeux-là pour identifier ce qui est le plus efficace, ce qui incite le plus à donner l'alerte. Alors, dans ce domaine-là, on s'est notamment intéressé à la question de savoir quels programmes, quelles mesures permettent le mieux d'encourager les acteurs à dénoncer leur appartenance à un cartel, et en amont, quels sont les outils qui permettent le mieux de les dissuader à former un cartel. Alors, vous l'aurez compris, peut-être déjà, la littérature en économie se focalise vraiment sur tout ce qui est incitation. Donc ici, incitation à lancer l'alerte qui vont être fournis aux agents par différents outils de politique publique. Alors je me recentre maintenant sur le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est la littérature qui s'est développée depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, donc je vous le disais en économie et en éthique, sur la question de l'alerte au sein des organisations. Pas seulement administration, mais également organisations privées. Donc on parle en anglais de internal whistleblowing, d'accord ? À vrai dire, on le traduit peu en économie, on utilise ce terme, mais l'alerte interne pourrait assez bien convenir. Donc là, les outils sont essentiellement là encore des recherches expérimentales, des expériences en laboratoire et des enquêtes qui sont menées auprès des organisations. Donc, ce que l'on appelle internal whistleblowing, c'est la décision d'un employé qui est témoin d'une irrégularité, quelle qu'elle soit, d'un comportement frauduleux, de dénoncer cette pratique en interne, donc au sein de l'entreprise, via un dispositif, en principe, qui est spécialement mis en place pour cela. Alors, parmi ces pratiques, on peut notamment citer, et de façon non exhaustive, la corruption ou tout autre type de fraude, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, l'atteinte à l'environnement, l'atteinte à la sécurité de données, etc. Cette décision, pour autant, de lancer l'alerte quand on travaille dans une organisation, dans une entreprise, n'est pas nécessairement spontanée, et en réalité, il y a de nombreuses raisons de ne pas donner l'alerte. Alors, j'ai fait une bêtise, voilà. Alors, la première question qui a été posée par des travaux de la Commission européenne il y a quelques années à des individus travaillant dans des organisations qui adoptaient soit leur point de vue individuel ou soit le point de vue de l'organisation, raison pour laquelle vous avez deux niveaux, tout le monde ensemble, ensuite organisation ou individu.
Eh bien, à la question, à votre avis, les employés rapportent-ils souvent leurs préoccupations au sujet de menaces ou de dommages à l'ordre public? Eh bien, vous voyez que dans environ 80% des cas, les personnes estiment que ce type d'alerte arrive rarement ou très rarement. Et les raisons pour lesquelles cela n'arrive pas nous sont données par la question suivante. À votre avis, parmi les raisons suivantes, quelles sont celles expliquant le plus pourquoi une personne peut décider de ne pas donner l'alerte? Alors, je suis désolée, c'est en anglais, il n'y a pas de version française à ma connaissance de cette enquête. Eh bien, les raisons sont notamment la peur des conséquences juridiques, la peur des conséquences financières, la peur d'avoir une mauvaise réputation, donc d'apparaître comme ce qu'on appelle en anglais le rat, ça se dit un peu moins en français, mais to be the rat. Les attitudes négatives qui peuvent survenir envers les lanceurs d'alerte, le fait de ne pas savoir à qui s'adresser, de ne pas savoir comment alerter, le fait de ne pas être nécessairement capable de prouver effectivement qu'il y a eu un comportement frauduleux, le fait qu'on craigne que si on donne l'alerte, rien ne sera fait ensuite pour faire cesser la pratique frauduleuse. Et enfin, certains, et je vais directement à la dernière ligne, pour certains, ce serait un acte de déloyauté. Donc, comme on le voit, il y a beaucoup de freins du côté des potentiels lanceurs d'alerte sur le fait d'aller effectivement alerter ou pas. Du côté des organisations aussi, il peut y avoir de tels freins, bien qu'ils soient de nature différente. Alors, quelles sont ces réticences? Ce que nous montre la littérature, essentiellement, c'est que les organisations, en mettant en place des procédures de signalement interne, lorsqu'elles n'y sont pas obligées, évidemment, parce que si elles y sont obligées, elles vont le faire, elles peuvent tout de même avoir des craintes, mais lorsqu'elles n'y sont pas obligées, elles peuvent craindre certains coûts indirects qui peuvent se révéler élevés. Par exemple, elles peuvent craindre qu'une alerte interne soit suivie d'une alerte externe et qu'ensuite la pratique frauduleuse soit révélée publiquement. Ce qui ferait perdre à l'entreprise en réputation, ce qui peut faire perdre financièrement beaucoup, et on peut penser ici aux entreprises cotées en bourse qui pourraient voir, et la littérature le montre, suite à une annonce négative de ce type, qui peuvent voir arriver la baisse de la valeur de leur action. Par ailleurs, une crainte importante du côté des organisations, c'est que le lanceur d'alerte puisse commettre une erreur de jugement. Et quand on voit toutes les conséquences que cela peut avoir si c'est révélé en externe et si en fait il s'agissait d'une erreur, eh bien les entreprises craignent que leur réputation soit finalement ternie pour rien. Donc voilà, la principale crainte, c'est que l'interne soit suivi par l'externe pour les organisations, et c'est ce qui explique leur frilosité à mettre en place ce type de procédure. Par ailleurs, ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans la littérature, c'est la crainte que la mise en place de ce type de procédure fragilise la hiérarchie dans l'entreprise ou dans l'administration. C'est-à-dire que lorsque vous avez des employés du bas de la hiérarchie qui dénoncent les pratiques d'employés en haut de la hiérarchie, alors bien sûr, c'est une bonne chose, mais ça bouleverse complètement l'organisation de l'entreprise, et ça, ce n'est pas vu tellement positivement du point de vue des organisations. Alors maintenant qu'on a vu les différents freins de chaque côté à lancer l'alerte ou à mettre en place de telles procédures qui le permettent, la littérature identifie aussi des moyens d'inciter les organisations à mettre en place ce type de mécanisme. Et donc, encore une fois, les économistes travaillent énormément sur les incitations. Donc là, comment est-ce qu'on peut parler à des entreprises ou à des administrations et les convaincre que c'est une bonne chose finalement de mettre en place ce type de signalement? Parce que si elles n'en sont pas convaincues, on voit très bien qu'en termes d'efficacité derrière, eh bien, elle ne sera pas maximale. Alors évidemment, le premier point pour mettre en place ces procédures, c'est d'être en conformité avec la loi. Je ne vais pas revenir sur les références qui ont été données précédemment. Le deuxième gros argument à mettre en place des procédures en interne, c'est que une fois que l'entreprise est au courant d'une pratique frauduleuse, eh bien, elle est en mesure de prendre des mesures correctrices pour faire cesser immédiatement la pratique. Donc évidemment, c'est indispensable pour en arriver là. Troisièmement, le fait de mettre en place un mécanisme de signalement interne est de nature à éviter l'alerte externe. Alors, je vous disais tout à l'heure, les entreprises craignent qu'une alerte interne soit suivie par une alerte externe. Mais s'il n'y a pas du tout de procédure de signalement interne,
alors soit rien ne sera signalé, ou soit si ça l'est, ça le sera en externe. Donc le meilleur moyen d'éviter cela, c'est d'avoir d'abord cette première marche qui est l'alerte interne pour éviter d'éventuelles pertes en réputation que j'évoquais tout à l'heure. Au passage, le fait d'éviter une alerte externe, c'est aussi réduire le risque de poursuite judiciaire. Si ça reste en interne, alors ça dépend bien sûr du type de fraude qui est dénoncé, mais on s'expose moins au risque de poursuite judiciaire par des concurrents, par des ONG, par des associations de consommateurs, etc. Je parle en économiste, pas en juriste ici. 5e point, la dissuasion. Lorsqu'on met en place une procédure de signalement interne, alors des personnes qui pourraient avoir l'idée de commettre des pratiques frauduleuses vont y réfléchir à 2 fois dès lors qu'elles savent qu'une procédure de signalement existe. Donc on n'a pas qu'un intérêt de faire cesser la pratique, on a aussi l'intérêt de prévenir l'existence de ce type de pratique. Enfin, on trouve également dans la littérature que l'introduction de telles procédures, lorsqu'elles sont connues du grand public, là je parle de l'existence de ces procédures, eh bien, cela peut permettre d'améliorer l'image de marque de l'entreprise, que ce soit auprès des clients ou que ce soit auprès de futurs salariés qui se rendraient compte que c'est une entreprise qui respecte le droit et qui, même lorsqu'elle n'y est pas obligée, souhaite instaurer un cadre d'honnêteté, de bienveillance, etc. Alors, quelles mesures est-ce que l'on peut mettre en place pour encourager les employés à donner l'alerte? Alors, plusieurs types de mesures. La première que l'on retrouve beaucoup, c'est le fait de former les employés à ce qui est illégal ou légal, à ce qui est éthique ou pas. Parce que souvent, les salariés, souvent, j'exagère peut-être, mais parfois, les salariés ne sont pas vraiment en mesure de savoir ce qu'il est possible de faire ou ce qui est les limites de faire ou ce qui est carrément interdit. Et donc, la première chose, c'est de les informer, de les former sur la réalité. Un deuxième point important, qui fait l'objet d'un de mes articles de recherche en ce moment, c'est de valoriser dans la culture de l'entreprise le comportement de l'alerte, c'est-à-dire faire en sorte que ce comportement soit vu positivement et non pas négativement. Tout à l'heure était évoquée la question de la culture française et du rejet, évidemment, de la délation, étant donné notre histoire. Ce qu'il faut faire au maximum quand on travaille dans une organisation, c'est essayer de donner une image positive des personnes qui rapportent des comportements frauduleux. Ce n'est pas mal de rapporter une mauvaise pratique. Au contraire, c'est dans l'intérêt de tous et toutes de l'organisation. C'est juste pas dans l'intérêt de la personne qui a commis la pratique. Donc, on doit éviter que le lanceur d'alerte soit stigmatisé. Ensuite, on doit, dans l'idéal, mettre en place un canal de signalement interne formel, c'est-à-dire mettre en place soit une personne bien identifiée, qui peut s'appeler médiateur ou autre, ou bien d'un service spécifiquement dédié à ce type d'alerte, pas forcément le service ressources humaines, ça pourrait en faire partie, mais selon le type de fraude, c'est plus ou moins pertinent. Idéalement, lorsque c'est possible, mais il faudrait que ce soit toujours le cas, il faut permettre l'anonymat. Alors, comment on permet l'anonymat? C'est pas juste assurer de la confidentialité une fois que la pratique est rapportée, mais c'est aussi pouvoir signaler sans être connu. Donc, on entend, enfin, ce qui est mis en place, alors notamment aux États-Unis, sans doute moins en France, ce sont des hotlines qui sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des logiciels ou des adresses mail qui sont accessibles en permanence et de n'importe où, y compris de l'extérieur de l'organisation, y compris avec une adresse mail extérieure, elle aussi, à l'organisation. Ensuite, il faut rassurer les employés sur la prise en compte réelle de leurs préoccupations et aussi les assurer de la confidentialité de leurs propos. Ça aussi, c'est indispensable. Enfin, c'est l'économiste qui parle. Je ne sais pas si tout le monde va être réceptif et je ne dis pas qu'il faut le mettre en place. Je vous donne juste les résultats de la recherche en économie. Il faut se poser la question d'une mesure de récompense financière des lanceurs d'alerte lorsque c'est pertinent. Si on fait cesser une fraude financière qui permet à l'entreprise d'économiser quelque chose, qui a coûté à l'entreprise un certain montant non négligeable, alors se pose la question de savoir si on ne pourrait pas faire bénéficier le lanceur d'alerte d'une prime, d'un pourcentage de ce qui a été récupéré ou des coûts qui ont été évités par l'entreprise.
Ce type de système existe ailleurs, existe par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on dénonce une pratique, alors par exemple auprès de la SEC, qui régule la bourse, ou même auprès de certaines entreprises, on peut espérer récupérer entre 10 et 30% de ce qui a été récupéré par l'entreprise ou l'administration. Et ce n'est évidemment a priori pas facile à mettre en place, mais la littérature est formelle là-dessus. Lorsque c'est mis en place, c'est efficace. Voilà. Alors ensuite, j'en ai presque terminé. Sur la procédure, une fois la pratique dénoncée, eh bien, il faut évidemment évaluer la validité des déclarations, absolument informer le lanceur d'alerte des suites qui sont données à son signalement, parce que s'il signale et qu'après il n'en entend plus jamais parler, eh bien c'est terrible, il ne dénoncera plus jamais rien. S'il s'agit d'un cas de violence à l'encontre d'un employé, et la littérature en éthique insiste beaucoup sur ce point, il faut absolument adopter une approche centrée sur la victime, et donc privilégier son bien-être, mettre en place immédiatement des mesures de soutien psychologique, etc. Et enfin, si la fraude est confirmée, il faut faire cesser la pratique et mettre en place rapidement, tout de suite, des mécanismes de protection du lanceur d'alerte qui seront d'autant plus indispensables que l'anonymat n'est pas garanti. Si l'anonymat est garanti, alors il y aura évidemment moins besoin de mesures de protection. Alors pour terminer, ma conclusion à ce propos, et c'est la conclusion de la littérature, c'est qu'au-delà de toutes les procédures que l'on peut mettre en place, si l'on veut favoriser le signalement interne, il faut réussir à développer une véritable culture éthique ou une culture de l'éthique au sein des organisations. Parce qu'en fait, ce que montre la littérature, c'est qu'il y a certaines caractéristiques individuelles qui favorisent le fait de signaler. Par exemple, alors ce sont des données essentiellement aux États-Unis, on a pour l'instant malheureusement peu d'études en France, mais on va y arriver. Ce sont majoritairement des femmes qui dénoncent des comportements frauduleux. Le comportement de signalement augmente avec l'âge des salariés, augmente aussi avec leur niveau d'expérience, et ensuite on peut trouver d'autres caractéristiques individuelles qui sont assez évidentes, comme par exemple le fait d'avoir une personnalité proactive. Donc certes, il y a des caractéristiques individuelles qui nous poussent à signaler des comportements frauduleux. Mais ce que montre la littérature, c'est que plus que les caractéristiques individuelles, c'est l'environnement dans lequel se trouvent les salariés qui joue le rôle le plus important. Et l'environnement, c'est quoi? Eh bien, c'est se trouver dans une entreprise, dans une organisation, dans une administration qui met en place une culture éthique. Donc, 2 points essentiels à respecter pour cela. 1, il doit y avoir une clarté parfaite concernant les attentes de l'organisation sur ce qui est légalement acceptable, sur ce qui est désirable et sur ce qui ne l'est pas. Ça permet notamment que des observateurs d'une pratique frauduleuse se sentent complices s'ils ne la dénoncent pas. Vous voyez, on inverse finalement le rapport. C'est pas je suis une mauvaise personne si je rapporte, c'est si je ne dénonce pas, alors c'est là que je commets une faute quelque part. Et si vous avez une culture éthique dans l'entreprise, ça se fera naturellement. Deuxième point important, le management doit être réactif au comportement frauduleux. Un comportement répréhensible qui resterait impuni laisserait aux lanceurs d'alerte le sentiment que les actes fautifs sont possibles, voire potentiellement souhaitables. La littérature montre que lorsque l'on dénonce des actes et qu'ils ne sont pas suivis de sanctions, eh bien en fait la probabilité de signalement ensuite diminue. D'où le fait de réagir absolument lorsqu'une pratique est mentionnée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et ces travaux sont essentiellement issus d'une revue de la littérature sur le sujet qui a été publiée avec mon co-auteur Yannick Gabuti. Voilà, merci beaucoup.